Je vous propose donc qu'on passe à l'intervention suivante. Alors, s'il y a bien un champ professionnel qui vous interrogeait sur la question de la responsabilité, c'est aussi celui de nos collègues mandataires judiciaires, qui interviennent, vous savez, dans cet accompagnement au plus près des personnes et de représentation, et pour lesquels la question de la responsabilité se pose, d'autant que des textes sont venus quand même modifier leur mandat depuis un certain nombre d'années. Donc on a sollicité à la fois la TNP et l'UDAF. La TNP, c'est Isabelle Laurent, qui est directrice de la TNP, qui était déjà intervenue d'ailleurs il y a quelques années, on se rappelait ça tout à l'heure au déjeuner, lors de la journée qu'on avait consacrée au niveau de l'association sur la réforme des fonctions des mandataires judiciaires, quelques années à Hérouville. Et puis Madame Hérin-Gillier, Claire, au niveau du DAF, qui vont intervenir avec là aussi des illustrations cliniques pour poser un petit peu cette problématique liée à la responsabilité. Je vous laisse. Bonjour à tous. Au nom des trois associations tutélaires du Calvados, le service ATC de l'ACA, l'UDAF et la TNP, nous remercions chaleureusement l'association Santé Mentale France Normandie, car cette invitation est pour nous une marque de reconnaissance et de confiance. Donc voilà, encore merci chaleureusement de cette invitation et l'occasion que vous avez donnée de parler de ce métier que nous pratiquons depuis longtemps, comme on en parle. Juste dire qu'on a aussi beaucoup hésité, car c'est un sujet qui demande 3 minutes, 3 heures ou 3 ans. Donc là, on a 40 minutes, je crois. J'espère qu'on pourra apporter et nourrir votre réflexion. En tout cas, notre intervention, pour la mienne, ce sera une part liée à la présentation de situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc, dans un premier temps, ce sera une intervention à deux voix, comme vous le voyez. Je vais laisser la parole à Claire Hérin, qui va pouvoir présenter son sujet dès à présent. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer par quelques diapositives sur en fait, les mesures de protection pour rappeler quelles sont les mesures qui existent actuellement dans le Code civil et puis vous donner quelques informations et donc Madame Laurent vous présentera après deux situations qui nous interrogent en fait sur notre métier et sur la complexité parfois des situations. Alors, un petit rappel sur les mesures de protection. Donc, actuellement, dans le Code civil, 4 mesures de protection judiciaire sont prévues. Je n'ai pas mis dedans le mandat de protection future, parce que le mandat de protection future obéit à une procédure particulière. Donc, je le mets un petit peu à part. Si éventuellement il y a des questions après, n'hésitez pas. Donc, 4 mesures de protection, l'habilitation familiale, la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle. Alors, je vous ai mis, avant l'explication de chaque mesure, d'abord les règles communes aux mesures de protection, parce que, il y a des règles précises pour ouvrir une mesure de protection, il y a des règles aussi procédurales, et donc il me semblait important de les aborder. Alors, tout d'abord sur le champ d'application de ces mesures. Eh bien, on est en présence de personnes souffrant soit d'une maladie, soit d'une infirmité, soit d'un affaiblissement dû à l'âge, et étant dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Voilà, ça c'est l'article 425 du Code civil qui le prévoit. Alors, pour être vraiment précis, ce texte prévoit en fait que toute personne souffrant d'une altération de ses facultés mentales ou physiques empêchant l'expression de sa volonté peut être placée sous mesure de protection. L'objet, ça c'est très important, ça avait été précisé au tout départ par la jurisprudence, puis repris par la loi du 5 mars 2007, qui est la loi de référence en la matière. La protection concerne aussi bien la personne que ses biens, sauf si le juge prévoit que la protection ne concerne que les biens ou que la personne, ça c'est possible. Mais s'il ne le précise pas, à défaut, ça concerne la personne et les biens.
Ensuite, je vous ai remis l'article 415, on le reverra aussi tout à l'heure, mais qui est vraiment pour nous l'article fondamental. La protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne, elle favorise dans la mesure du possible l'autonomie de celle-ci. Donc ça, c'est vraiment les termes de l'article 415 du Code civil. Un petit point sur la surveillance, très important, parce qu'en fait, en la matière, on ne fait pas n'importe quoi. La protection des majeurs est placée sous la surveillance du juge des tutelles. Donc on rend compte, nous, de notre action au juge des tutelles. Alors, juge des tutelles qui se nomme depuis quelques années juge des contentieux et de la protection, juge des contentieux de la protection, et qui donc agit en qualité de juge des tutelles quand il est dans notre matière. Et bien sûr, surveillance du procureur de la République aussi. La protection du logement, autre règle fondamentale, issue également de la loi du 5 mars 2007, le logement et les meubles meublants de la personne ne peuvent être vendus ou évidemment s'il est locataire, le bail résilié sans l'accord du juge. C'est l'article 426 du Code civil, donc protection du logement de la personne. Également, alors je ne l'ai pas indiqué, mais également de la résidence secondaire. Cinquième point, la protection des comptes et livrets. Donc là, on est toujours évidemment sur un principe de protection, pas d'ouverture ou de clôture de compte ou livret de la personne ouvert avant la mesure sans l'autorisation du juge des tutelles. Il y a une petite exception depuis la dernière réforme. Le tuteur peut désormais ouvrir un compte dans la banque habituelle du majeur sans autorisation du juge. Bien sûr, il doit l'en informer. Les principes de nécessité, proportionnalité, subsidiarité, très très important, c'est la base. C'est-à-dire que quand le juge ouvre une mesure de protection, il doit impérativement vérifier l'application de ces principes. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, la mesure doit être strictement nécessaire, c'est-à-dire il doit y avoir une altération des facultés, on le verra après, médicalement constatée. Elle doit être également proportionnée, c'est-à-dire que concrètement, si la personne a besoin d'être assistée, eh bien, on ne va pas mettre en place une mesure de tutelle qui suppose une représentation, donc il faut que ce soit proportionné à l'altération des facultés. Et dernière chose, donc nécessité, proportionnalité, subsidiarité, c'est le principe selon lequel si la protection de la personne peut être assurée par d'autres règles, ça peut être les règles du mariage, ça peut être également le système de procuration, et si la protection peut être assurée par d'autres dispositifs, on ne met pas en place de mesures de protection, c'est subsidiaire. Oui, tout à fait, ça répond aux règles européennes, tout à fait. Enfin, donc la nécessité d'un certificat médical, et bien ça, c'est évidemment très important aussi. Il n'y a pas d'ouverture d'une mesure de protection sans certificat médical d'un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts. Voilà pour les règles communes. Alors, une première mesure, donc l'habilitation familiale. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'habilitation familiale, c'est une mesure judiciaire décidée par le juge des tutelles en cas d'altération des facultés personnelles médicalement constatées, donc c'est ce qu'on vient de dire. Par contre, cette mesure, elle est vraiment en faveur des familles. Elle est conçue pour les familles lorsqu'il y a plutôt une bonne entente au sein de la famille et que une ou plusieurs personnes sont d'accord pour assurer la protection de la personne. Donc, le juge va rechercher l'adhésion de la famille et donc c'est ce qu'on vous a indiqué, on donne à une ou plusieurs personnes de la famille, ça peut être descendants, ascendants, frères ou sœurs, époux, épouse, partenaires de base, concubins, le pouvoir d'assister ou de représenter la personne qui a besoin d'une protection.
La particularité, c'est que cette protection, elle peut être d'ordre général, avoir une portée générale. Là, le juge prévoit effectivement que l'habilitation est valable pour l'ensemble d'une catégorie d'actes, ou elle peut être spéciale, limitée à un ou plusieurs actes définis par le juge. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a pas forcément besoin d'une protection d'ordre général, mais que pour faire tel acte, exemple, il y a besoin de vendre par exemple la maison, là, dans ce cas-là, on va mettre en place une habilitation familiale pour cet acte. La particularité, à l'inverse des autres mesures, c'est qu'il n'y a pas de contrôle systématique du juge. Et notamment, les membres de la famille n'ont pas à établir ce qu'on appelle le CRG, le compte-rendu de gestion. D'accord ? Donc, dans l'habilitation familiale, il y a beaucoup moins, en tout cas, de surveillance du juge. Par contre, son autorisation reste nécessaire pour des actes déterminés, donc comme vous indiquez par exemple la donation, à nouveau la vente du logement ou de la résidence secondaire, puisque c'est toujours ce principe de protection, on va dire supérieure du logement, et effectivement intervention du juge en cas où la personne à qui est confiée l'habilitation est jugée partie, c'est-à-dire se trouver en situation d'opposition d'intérêt finalement avec la personne protégée. Voilà pour l'habilitation familiale. Alors, deuxième point, la sauvegarde de justice. Donc, mesure judiciaire également, avec la particularité que cette mesure est temporaire et de courte durée, donc maximum 1 an, renouvelable une fois. L'idée en fait de cette mesure, c'est très souvent, c'est en fait on prononce cette mesure dans l'attente de prononcer une tutelle ou curatelle, mais qui va permettre un peu d'enquêter sur la situation, de faire une évaluation pour savoir quelle mesure va être la plus adaptée. C'est pour ça que c'est une mesure temporaire. La personne, dans le cadre de la sauvegarde, conserve sa capacité juridique, ses principes, sauf pour les actes précisés par le juge dans le jugement ou l'ordonnance. Le juge des tutelles, dans le cadre de la sauvegarde, peut désigner un mandataire spécial pour faire un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne. Et donc le mandataire peut avoir pour mission d'accomplir des actes d'administration, on le verra après pour l'explication des actes. Donc les actes d'administration, c'est plutôt les actes de gestion courante, et des actes de disposition qui sont des actes qui engagent le patrimoine. Il peut, donc à titre d'exemple, être autorisé à vendre un bien immobilier, résilier un bail d'habitation, ça peut être également dans le cadre d'une succession, aider, représenter la personne dans le cadre d'une succession, etc. Le mandataire peut aussi avoir une mission de protection de la personne, c'est tout à fait possible. La seule limite prévue concernant la sauvegarde de justice, c'est qu'il n'y a pas de mandat général. C'est vraiment la différence avec la curatelle et la tutelle. On est sur une mesure temporaire et il n'y a pas de mandat général. Voilà pour cette mesure. Oui, alors voilà, c'est ce que j'indiquais. Très souvent, elle est prononcée en urgence, en fait, cette mesure par les juges. Voilà, ils ont connaissance d'une situation, ça peut être le parquet, d'ailleurs, qui est saisi d'une situation où il faut intervenir en urgence. Et donc le juge va ouvrir une sauvegarde de justice. Troisième mesure, la curatelle. Alors la curatelle, statistiquement en fait c'est la mesure qu'on retrouve le plus en réalité. C'est un régime d'assistance et de contrôle. Alors j'insiste sur cette mesure parce que très souvent on dit mais que fait la tutelle? C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et en réalité, on se rend compte que la plupart du temps, on n'est pas en tutelle, mais on est plus dans le cadre d'une mesure de curatelle. Donc c'est là où c'est important de bien définir cette mesure. C'est un régime d'assistance et de contrôle. Ce n'est pas un régime de représentation comme est la tutelle. On est sur l'assistance de la personne. Donc la personne a besoin d'assistance en raison d'une altération de ses facultés personnelles, mais elle n'est pas hors d'état d'agir elle-même. D'accord? Elle est en état d'agir, mais elle souffre d'une altération qui va impliquer l'intervention d'un curateur pour l'assister. Elle est prononcée pour 5 ans maximum,
Donc je vous ai indiqué les fondements juridiques, hein. On est sur l'article 441 du Code civil, disant si l'état de la personne ne peut s'améliorer, ça suppose un certificat médical, indiquant que, au vu des données acquises de la science, l'état de la personne n'est pas susceptible d'évolution. Elle est renouvelable pour la même durée que celle indiquée initialement, et 20 ans à nouveau si l'état de la personne ne peut s'améliorer. On est sur des 20 ans maximum, bien sûr. On n'a plus, comme on trouvait en fait à l'époque, des mesures à vie. Ça n'existe plus depuis la réforme de 2007. Le curateur ne peut se substituer à la personne. Rien ne peut se faire sans l'accord de celle-ci, et ça c'est très important, sauf décision contraire du juge. La personne peut continuer à accomplir seule les actes d'administration, c'est-à-dire les actes de gestion courante. Elle est en revanche assistée du curateur pour les actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui vont engager son patrimoine. S'agissant de la curatelle, il y a 3 degrés de protection. Ce qu'on appelle d'abord la curatelle simple. Assez schématiquement, dans la curatelle simple, en fait, la personne protégée va continuer de gérer son compte courant. Voilà. Donc elle peut percevoir ses ressources, régler ses dépenses, les factures, elle gère seule son compte courant. Par contre, elle va être assistée de son curateur pour les actes de disposition. Et en fait, en pratique, nous, curateurs, on va intervenir par exemple pour la gestion de l'épargne. D'accord? Mais la personne continuera à gérer son compte courant. La curatelle renforcée, le curateur, par contre ici, perçoit les ressources et assure le règlement des dépenses avec les fonds déposés sur un compte courant ouvert au nom de la personne protégée. Et bien sûr, dans le cadre de la curatelle renforcée, il y a l'assistance du curateur à nouveau pour les actes de disposition, hein, ça ne change pas. Et la curatelle aménagée, on vous l'a indiqué aussi parce qu'en fait, on a de plus en plus dans nos services de curatelle aménagée, tout simplement dans un souci, je pense, des juges d'individualiser les mesures de protection. On en a de plus en plus, donc là, on est dans le cadre de la curatelle, donc toujours le même principe de base, c'est-à-dire que la personne fait seule les actes de gestion courante, d'administration, et on l'assiste pour les actes de disposition, mais la particularité, c'est que le juge va énumérer, il va lister des actes spécifiques dans son jugement, actes pour lesquels la personne pourra agir seule. Voilà, donc c'est vraiment une sphère d'autonomie de la personne dans le cadre d'une mesure de curatelle. Et enfin, dernière mesure prévue par le Code civil, la tutelle, celle que finalement on connaît peut-être plus communément. Donc c'est un régime de représentation. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tuteur agit au nom et pour le compte de la personne protégée. On est dans l'hypothèse où la personne a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile en raison d'une altération de ses facultés personnelles. Elle est prononcée à nouveau pour 5 ans ou 10 ans si l'état de la personne n'est pas susceptible d'amélioration, renouvelable pour la même durée avec un maximum de 20 ans. Dans cette mesure, le tuteur perçoit les revenus, règle les dépenses accomplies seul, toujours au nom et pour le compte de la personne, hein, les actes d'administration, c'est-à-dire de gestion courante. Par contre, pour les actes de disposition, ceux qui engagent le patrimoine, il faudra impérativement l'autorisation du juge des tutelles. Voilà pour la mesure de tutelle. Et je vous ai fait donc voilà, un petit focus sur les différents actes parce qu'on aura l'occasion d'en discuter après. On va voir que dans le cadre de la notion de responsabilité, ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, le fait de savoir de quel acte il s'agit va être essentiel en fait pour nous. Donc voilà les catégories d'actes qui existent en droit des majeurs protégés et en tout cas d'un point de vue juridique. Donc on a l'acte qu'on appelle strictement personnel. Ces actes-là, ils sont prévus par l'article 458 du Code civil. Ils sont pour nous extrêmement importants puisque ce sont les actes pour lesquels nous ne pourrons jamais intervenir. C'est-à-dire
que seule la personne protégée, quelle que soit la mesure, peut les accomplir. Alors l'article 458 liste ces actes strictement personnels. On a par exemple donc, la déclaration de naissance d'un enfant, la reconnaissance d'un enfant, on a également le choix du nom ou la modification du nom de famille, on va avoir également les actes de l'autorité parentale et il y a également dans les actes strictement personnels le consentement à sa propre adoption ou à l'adoption de son enfant. Voilà. Donc ça, ce sont des actes que seule la personne protégée peut faire. Ensuite, on a les actes à caractère personnel. Eux sont prévus à l'article 459 du Code civil. Alors, ce sont des actes, en fait, très simplement de la vie personnelle de la personne. Et ils sont importants aussi, ces actes, puisque, par exemple, il est prévu que, et ça va se rejoindre un peu avec la matière aussi médicale, il est prévu, par exemple, en tutelle, que le consentement de la personne doit toujours être recherché en tutelle, même si on est dans un système de représentation. Les actes conservatoires, ce sont les actes nécessaires à la préservation du patrimoine. On en reparlera tout à l'heure, mais la question de la responsabilité, en tout cas du mandataire judiciaire, elle a surtout un intérêt pour cette catégorie d'actes, puisqu'en fait ce sont les actes qui vont être nécessaires pour préserver le patrimoine de la personne. Exemple classique qu'on cite à chaque fois, il y a une fuite dans la toiture, que ce soit la personne protégée ou que ce soit nous protecteurs, quelle que soit la mesure de protection, on est à même de faire intervenir quelqu'un pour limiter les dégâts. D'accord? C'est vraiment de la conservation du patrimoine. L'acte d'administration, voilà, je vous l'ai cité à plusieurs reprises, c'est l'acte de gestion courante, et l'acte de disposition, c'est l'acte qui engage le patrimoine. Alors le texte dit dans sa durée, voilà, des précisions, mais en fait, dès lors qu'un acte engage le patrimoine, ça sera un acte de disposition qui supposera donc soit en tutelle l'accord du juge, soit en curatelle l'assistance du curateur. Voilà pour les mesures de protection. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Merci beaucoup Claire. Donc je vais tenter à présent de transcrire les concepts théoriques que vient de présenter Claire dans une illustration par deux exemples. Tout d'abord, la responsabilité donc, dans la pratique professionnelle relativement au choix du lieu de vie, qui fait référence à des articles que vient d'évoquer Claire. Et le deuxième moment sera notre responsabilité relativement au consentement à soins. J'ai bien entendu changé le nom des personnes, ce sont des situations naturelles qui nous ont été confiées récemment et que j'ai trouvé assez illustrantes à plusieurs raisons, vous allez le voir. Donc, là, vous avez sous les yeux les éléments de contexte. Madame Dupont, mesure de curatelle au bien et à la personne, c'est une particularité qui apparaît depuis en 2007, car autrefois la mesure elle était à la fois au bien et à la personne. Désormais, les mandataires peuvent être mandataires au bien, mandataires à la personne, ou les deux réunis, comme c'est le cas à présent. Et ça vient dicter également c'est pourquoi, quand Claire indiquait c'est une tutelle, parfois c'est pas une tutelle, c'est une curatelle, mais pas une curatelle au bien et la personne, simplement au bien, et on ne peut pas intervenir notamment sur les autorisations à soins. Donc on voit bien que les juges aujourd'hui, un peu sous la dynamique européenne, sont venus aménager les différentes mesures pour être au plus près des situations et pour les personnaliser autant que faire se peut. Donc là, nous avons une mesure de curatelle au bien et la personne. Elle a 75 ans au moment des faits. Et notre service, association tutélaire, a été désigné suite à la décharge d'une mandataire individuelle. Dans le champ tutélaire aujourd'hui, il y a trois corps professionnels, les associations tutélaires, les mandataires individuels et les préposés d'établissement. Nous avons tous on est tous soumis aux mêmes règles, bien entendu, légales, et on doit disposer d'un certificat pour pouvoir exercer ces mesures. Madame Dupont vit actuellement dans un appartement dans une petite ville de Normandie et
Et elle se plaint, elle nous a adressé un courrier, et elle a adressé également au magistrat, elle se plaint de ce logement et souhaite acquérir une maison. Or, pour plein de raisons que je vais vous présenter, notre service refuse son assistance. C'est-à-dire, comme l'indique Claire, c'est une mesure de disposition que d'acheter un bien immobilier, et dans le cas présent, l'accord, l'assistance du curateur est indispensable, du protecteur. Or, nous refusons notre assistance. C'est une situation, une décision difficile, hein, je vais vous l'exposer. Alors, je dois rappeler quand même que dans cette situation, ce qui a été aussi un élément de choix pour nous, enfin pour présenter ce dossier, la famille il y a une fratrie de 3 enfants qui, je crois, vivent tous en région parisienne. Je le dis parce que la maison qui est pressentie correspond un peu à l'image d'Épinal de la maison normande, des colombages, un joli petit jardin, une petite rivière, plein de petites marches partout. Des éléments qui sont très sympathiques hein, quand on a 25-30 ans, mais qui peuvent poser ou interroger lorsqu'on rentre dans l'âge. Et élément supplémentaire, dans cette famille, il y a une personne célèbre, très célèbre en France, qui marque une pression importante à l'endroit de tous les intervenants. On devrait s'en détacher, mais dans la vraie vie, c'est compliqué de se détacher. Donc c'est pourquoi je le signale, juste pour une anecdote, il y a quelques années, dans mon bureau, on m'appelle, on me dit, il y a un monsieur Courbet qui vous appelle. Monsieur Courbet, moi j'ai pensé que c'était un parent ou un frère et sœur. Non, c'était Julien. Et passer en direct sur les ondes. Donc aujourd'hui, la question de notre responsabilité, des actions qu'on engage, et quand effectivement il y a un grain de sable qui vient poser question, c'est tellement intéressant, tellement croustillant qu'on nous appelle en direct, et en direct, on nomme les professionnels du service, qui sont connus des greffiers, connus des juges. Je vous avoue que c'est vrai, une fois qu'une personne célèbre est dans la place, on est vigilant on marque la même attention aux personnes, mais on a une vigilance dans nos éléments de communication, voire éléments de langage. De ce fait, comme nous avons marqué une opposition, ça a été extrêmement difficile, je vous lis la lettre de cette dame qui est donc en curatelle. Elle a écrit là récemment au magistrat. Je vous certifie par la présente, c'est une lettre manuscrite, elle voudrait une petite maison avec jardin, je ne supporte plus de rester en appartement, ma situation financière me le permet, certes, enfin il voudrait accueillir sa famille, et cette maison correspond en tout point à ce dont j'ai besoin. Suite à ça, nous avons visité la maison, nous nous sommes aperçus d'un certain nombre de difficultés. J'ai sous les yeux le rapport qui a été écrit au magistrat. La maison nous semble inadaptée. En effet, au regard de l'âge de la personne protégée et de sa pathologie, alors, si je vous décris tout ça, c'est qu'on essaye en situation de réfléchir, accompagne-t-on la personne, allons-nous jusqu'à la mettre dans la mise en place de son souhait, et en intégrité professionnelle, de mesurer les éléments de danger ou d'insécurité qui peuvent se présenter. Donc c'est ce que nous avons expliqué au magistrat et décliné. Nous nous sommes déplacés bien sûr dans le logement, accompagnés de la famille. Donc au regard de l'âge de la personne et de sa pathologie, en effet, elle est suivie par un CMP. Elle bénéficie d'un traitement qu'elle ne prend pas de façon homogène. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle ne sort plus de chez elle, qu'elle ne répond plus au téléphone. Et nous lui avions d'ailleurs proposé dans son appartement actuel une aide à domicile qu'elle a refusée, ainsi qu'un élément pour nous de préoccupation. Absence de traitement régulier, refus d'avoir une téléalarme, refus d'intervention d'une aide à domicile sont des éléments qui sont de nature à venir poser des éléments d'insécurité à son domicile. Le bien immobilier visité est une maison normande, comme je vous le disais, charmante, hein, en partie rénovée, qui présente le charme de l'ancien, mais aussi ses inconvénients. C'est des éléments de langage assez jolis. Pour donner notre accord, nous allons essayer d'estimer ce qui relève de l'intérêt de la personne protégée, et si financièrement l'acquisition reste possible, des travaux, cependant, reste à prévoir. Un escalier abrupt pour monter, je crois que il était branlant et il risquait de tomber. Les chambres sont à l'étage, or elle signalait vouloir accueillir sa famille. 3 enfants, des marches séparatives, ce qui fait le charme de la maison, hein, dans tous les rez-de-chaussée, ainsi qu'entre les pièces de l'étage. Donc on voit bien qu'une dame qui a un peu de difficulté aujourd'hui à se déplacer, avec toutes ces différentes marches, pouvait poser, en tout cas interroger.
des pièces d'eau inadaptées, à savoir une salle d'eau à l'étage avec baignoire, une salle d'eau avec baignoire et en bas une salle d'eau également avec une douche surélevée et un petit jardin avec un ruisseau, ce qui faisait effectivement un ensemble très charmant. Je signale aussi, j'ai bien vérifié là, le village où elle souhaite acheter cette maison. Eh bien, il n'y a que 1000 habitants, donc peu de commerce, certainement pas les services qu'on pourrait attendre d'une ville plus importante. Donc c'est aussi des éléments qu'on a signalés au magistrat. Le coût de la maison, je peux dire qu'elle a 400 000 € de patrimoine, la maison vaut 300 000, ce qui est déjà un bel investissement, elle peut payer comptant, elle n'aura plus de loyer à payer. Cependant, sur les 100 000 restants, le magistrat nous a demandé de réserver 75 000 €, pardon, pour prévoir l'avenir, car c'est important aussi que nous puissions nous projeter dans l'avenir pour cette personne. Donc c'est quand même un élément de préoccupation. Il n'est pas fondamental, c'est un élément de préoccupation. Les travaux nécessaires à envisager, donc on a parlé de l'escalier, des aménagements des pièces à vivre, et puis, comme je vous le disais, on a réévoqué la question de la situation géographique. Et en conclusion, la maison ne nous paraît pas adaptée à son âge, à ce que nous percevons de ses capacités physiques d'aujourd'hui et de demain. Et j'ajouterai même de ses difficultés aussi à suivre son traitement. Donc nous avons par conséquent refusé notre assistance pour l'achat de ce bien. Cependant, malgré les réserves, Madame maintient sa demande d'acquisition, donc nous avons tenté de recueillir son consentement et de faire en sorte qu'elle comprenne les raisons pour lesquelles nous souhaitons qu'elle n'achète pas cette maison. C'est pas pour autant qu'elle n'a pas déménagé, mais pas cette maison précisément. Devant l'insistance de la famille, et ne pour pas priver notre protégé d'une opportunité, nous avons accepté de signer escalité une offre sous condition suspensive de l'obtention de votre accord, parce qu'on écrit au magistrat. Nous avons également signé pour assistance une promesse de vente, tout ça pour sauvegarder l'intérêt, en tout cas patrimonial, de la personne protégée. Donc on conclut auprès du magistrat, en espérant vous avoir fourni les éléments utiles à votre décision, nous vous souhaitons... Avant de vous lire la réponse du magistrat, nous avons joint au magistrat les éléments budgétaires aujourd'hui et demain, une prospective de ce qui pouvait se passer. Je vous lis in extenso, presque, le courrier de la personne donc célèbre. Ma mère est actuellement en danger. Elle ne peut plus vivre dans son logement, étant isolée et n'ayant plus de place pour recevoir ses enfants. Elle admire, je vous passe quelques lignes, elle a miraculeusement trouvé ce qui lui convient dans un village, étant entourée de commerces que nous n'avons pas constaté, de médecins, cafés, cigarettes. Et elle a effectivement un petit jardin qui lui 3 chambres pour accueillir ses familles. Depuis 10 jours, nous avons contacté pour signer cette offre d'achat. Vous ne l'accompagnez pas pour la signature et depuis hier, vous refusez votre assistance. C'est le droit de ma mère de choisir sa résidence, en cela elle a complètement raison, et elle revivra enfin. Si vous ne signez pas cette offre rapidement, la maison sera vendue, vous serez responsable de ce qui lui arrivera dans les prochains mois. C'est une marque relativement difficile à lire. Ce mail en sera la preuve. Je dénoncerai partout vos actions. Je sais que vous avez beaucoup de travail, merci. En tant que fille, je m'engage à m'occuper de tout, notaire, papier, c'est tout à fait vrai. J'attends de toute urgence de vos nouvelles avant qu'il ne soit trop tard et que la maison ne soit vendue. Avant que je ne saisisse le juge et que je prenne toutes les mesures en conséquence. La pression était réelle, comme vous le voyez, et nous avons répondu à cette personne. Bonjour madame, je fais suite à votre mail. Vous avez raison sur le fait que votre mère puisse choisir son lieu de vie et nous comprenons votre choix son choix de changement de lieu de vie pour celle-ci afin de favoriser son épanouissement. Et après, dans le courrier, on énumère les différents soucis qui ont été présentés au magistrat. À la lumière de ces éléments, nous estimons qu'il n'est pas dans l'intérêt de votre mère de faire cette acquisition, car la maison ne paraît pas adaptée à son âge et à ce que nous percevons de ses capacités physiques. C'est pourquoi nous refusons l'option, autorisant madame à procéder seule, sans l'assistance du curateur, à l'acquisition de l'habitation, donc dans le village que j'évoquais. C'est-à-dire que le juge, je crois que ça a été compliqué pour lui, on en parlait il y a une quinzaine de jours quand je l'ai lu, on a pu échanger sur cette situation. Eux aussi sont submergés de mails de cette personnalité qui effectivement a à cœur d'obtenir cette
élaborer cette acquisition. Il avait l'air insatisfait de sa décision, mais moi je la trouve intéressante. Alors évidemment, elle vient nous dire qu'on n'a pas été entendu, mais je dirais qu'on a joué le jeu des procédures, joué en toute je pense, intégrité et transparence. Nous avons équité aussi dans nos observations. Je pense qu'on a joué notre rôle d'attirer l'attention sur les difficultés que générait cette acquisition. Car, et vous le voyez là présenté, on ne remet pas en cause, jamais ce serait de faire un mauvais procès des libertés individuelles liées au choix du logement. On cherche à mettre en œuvre, et on l'a vu là, l'équilibre entre l'autonomie et la protection. Et nous avons un devoir de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, d'information sur le risque, sur le budget, sur l'isolement, et on devait assister madame à la prise de décision. Nos actions se sont inscrites dans des règles de transparence, d'équité, et je le disais tout à l'heure à table, quand j'ai préparé cette intervention d'aujourd'hui, ce qui ressort quand même, d'abord, c'est la qualité du travail, c'est pas parce que c'est mon service, les gens ne disent pas, mais qu'ont fait les professionnels. Vraiment, ils ont fait un travail remarquable et d'interrogation, mais c'est cette réflexion collective qui est intervenue dans le service. C'est-à-dire qu'il y avait le juriste, la chef de service, le délégué qui va effectivement présenter la situation, et évidemment le magistrat. C'est un thème important, et on l'a entendu ce matin, et je trouve qu'encore aujourd'hui, de ne pas rester seul. La relation duel a sa force, mais elle a aussi de grandes faiblesses. Et de travailler, de réfléchir à plusieurs, je trouve que ça apporte, d'une part, une décision sûrement plus sage, et puis c'est moins aussi chargé, la charge mentale est aussi moins lourde. Et nous devrons, bien entendu, accompagner la décision du magistrat une fois que la maison va être signée. Juste pour replacer effectivement le cadre légal de la situation qui vient d'être présentée. Alors, déjà, c'est très intéressant parce que ça fait partie de ces situations pour nous où on recherche un équilibre entre la volonté de la personne et son intérêt. Et on voit très clairement que là, on a une volonté, une part d'autonomie, une volonté de la personne. Et nous, protecteurs, pour nous, cette volonté, elle ne concorde pas forcément avec son intérêt. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Peut-être deux fondements légaux qui ont permis, je pense aussi, le raisonnement qui a été tenu. D'abord, c'est l'article 459-2 du Code civil qui prévoit que la personne choisit librement son lieu de vie et ses relations. Donc elle entretient avec qui elle veut des relations personnelles et elle choisit librement son lieu de vie. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est toujours un peu la ligne directrice. La personne choisit son lieu de vie. Mais on a parallèlement l'article 469 du Code civil qui nous dit que si à un moment donné on n'est pas d'accord avec la personne, notamment en curatelle, on peut nous interpeller le juge pour que soit la personne signe seule parce qu'on considère qu'elle compromet ses intérêts, soit à l'inverse, elle n'est pas en capacité et nous on peut demander au juge à nous intervenir seul dans d'autres hypothèses. Voilà, simplement pour vous dire que cet équilibre n'est pas toujours évident à rechercher et que quand parfois on est réellement en difficulté, eh bien, le juge peut décider que pour telle action, la personne, même protégée, pourra accomplir l'acte seul. C'est vraiment une évolution de la loi de 2007 que l'on met en pratique aujourd'hui, qui peut nous poser des difficultés parce que c'est moins simple qu'avant-hier, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'elles sont personnalisées. Est-ce que j'ai le temps de présenter une deuxième situation? Pas plus que ça. Deuxième situation, celle relative au consentement à soins. Nous sommes souvent interpellés sur les autorisations à soins, et là, dans le cas présent, c'est un jeune homme, Monsieur Durand, lui relève une mesure de tutelle au bien et également à la personne. Nous sommes donc autorisés à intervenir relativement aux actes personnels liés aux soins éventuels. Il a 39-38 ans, enfin au moment des faits je crois 38, pas ou peu d'entourage familial. C'est important notamment dans ces décisions importantes, quand on peut s'appuyer sur la famille, on le fait et c'est très important. Je signale qu'il a un bon relationnel avec le délégué à la protection des majeurs et les professionnels qui l'entourent. Il bénéficie d'un accompagnement médical et social par le LIAL de soins santé. Il a un projet de logement autonome, ce monsieur, mais compromis par sa grande instabilité et il souffre par ailleurs de
comportements addictifs et de troubles psychiatriques. Donc c'est pourquoi il est accueilli provisoirement dans un CHRS. Au niveau de la chronologie, donc ce monsieur a une tumeur cancéreuse au testicule, a été détectée en février 2021. Je vais vous lire, et ensuite à ça, nous avons adressé une requête au tribunal pour être autorisé à engager l'intervention. Une information, alors ce que l'on décline aux magistrats pour les autorisations à soins, donc on précise le cadre dans lequel nous sommes, par quelle demande nous sommes saisis, et là en l'occurrence c'était une ablation du testicule avec pose immédiate de prothèse qui devait être prévue, qui devait être réalisée le 10 mars 2021. Une information adaptée, c'est une obligation et pour le médecin également pour nous, a été délivrée aux patients en application de l'article du Code de la santé publique, que je ne vais pas citer. Nous avons été préalablement informés des risques qui s'attachent à ce type d'intervention, car nous sommes en effet en tutelle et nous sommes tenus d'avoir des informations relatives à la santé délivrées par le médecin qui suit ce patient. L'anesthésie générale et les actes chirurgicaux sont considérés comme médicalement nécessaires. Deuxième information magistrale. Les soins engagés ne comportent aucun caractère expérimental, mais portent gravement atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé. Une information adaptée est délivrée à monsieur. Le délégué en charge de la mesure a pu constater que monsieur n'a pas compris le danger encouru s'il devait ne pas subir l'intervention. C'était déjà, au moment où nous avons adressé la requête, on s'apercevait que monsieur ne voulait pas recevoir les soins, ni subir l'intervention. Monsieur ne semble pas mesurer et identifier l'urgence et l'importance de l'opération. Nous nous interrogeons sur le fait, sur sa faculté de compréhension et le cas présent de prendre une décision personnelle éclairée. Compte tenu dans ce cas, comme nous sommes en situation nous n'avons pas pu mesurer l'adhésion de monsieur et surtout sa décision personnelle éclairée. Comme nous sommes en tutelle, nous nous sommes rapprochés du magistrat et nous avons souhaité, nous lui avons demandé d'être autorisé à autoriser l'intervention. Le magistrat nous répond, et après je vous expliquerai ce que l'on a fait. Le magistrat nous répond quelques temps après, vu la tentative d'audition d'eux par téléphone, parce qu'on était en période de Covid à l'époque, donc les auditions se faisaient parfois, soit pas en visio, mais en tout cas par téléphone, parce que le juge a voulu joindre le protégé, attendu que l'état de la personne ne lui permet pas de prendre une décision seule éclairée, attendu que le certificat médical du médecin atteste que ce monsieur ne peut pas prendre, malgré les risques, souligne qu'elle ne souhaite pas subir cette intervention, nécessaire pour éviter tout risque de métastase et de décès. L'issue était fatale. Attendu que l'opération paraît conforme aux intérêts, attendu et vu l'urgence, il a pris comme décision le magistrat autorisant la TMP, qualité de tuteur, à prendre seule la décision concernant l'opération chirurgicale de l'intéressé. C'est-à-dire qu'en fait, le magistrat, je le prends moi comme une marque de confiance à l'égard de notre service, du travail qu'on mène avec les différents corps médicaux, avec les professionnels, mais cette décision du magistrat nous a fait peser sur nos épaules, eh bien, nous n'étions pas dans le refus de cette intervention, mais nous n'arrivions pas à recueillir la parole éclairée de la personne protégée. Et pendant toute une année, de février, c'est la réponse du magistrat, mars, et notre saisine, de février à novembre, je salue la pugnacité des professionnels du service, ceux des différents partenaires qui entourent aussi cette personne, car nous n'avons eu de cesse d'essayer de convaincre monsieur de recevoir ses soins et de subir l'intervention. Or, il refusait absolument. Nous avons donc été confrontés à un dilemme absolu. On connaissait l'urgence, car ce que nous disaient les médecins, c'est que l'ablation faite et la pose de la prothèse immédiate, pour son intégrité corporelle, venait résoudre assez rapidement la question d'un cancer localisé. Et en fait, la personne pouvait ensuite, avec des séances de chimio, que monsieur acceptait.
monsieur acceptait, alors sachez qu'il a des troubles psychiatriques, donc sa compréhension n'était évidemment pas simple, pas homogène. Il acceptait le principe d'une chimio, mais malheureusement, et on peut le comprendre sur son intégrité corporelle, n'acceptait pas l'ablation du testicule, malgré le fait que le médecin lui dit vous allez, il y aura une prothèse et vraiment c'est important pour vous, votre âge, sinon l'issue est malheureusement fatale. Nous avons régulièrement rencontré les professionnels, les partenaires, et en novembre 2021, son état s'est largement dégradé. Alors, je ne vais pas vous lire l'article, mais on a vu des métastases au niveau abdominal et pulmonaire, donc on voit que la situation commençait à prendre un tour particulièrement difficile, et une certaine émotion également dans le service, car je connais les professionnels du service, on était plusieurs, là aussi, action collective, on était plusieurs à réfléchir sur cette question, à en parler, et le professionnel me dit qu'il ne veut pas. Donc nous, on était là en situation, une position éthique et déontologique. Que fait-on aujourd'hui alors qu'on a l'accord du magistrat? On a rencontré les médecins qui ne comprenaient pas notre position de déontologie et d'éthique, car nous n'arrivions pas à recueillir la parole de la personne. La commission éthique du CHU s'est également réunie, se saisissant de cette difficulté importante, puisque nous étions seuls détenteurs du pouvoir d'autoriser cette opération. C'est une charge émotionnelle relativement lourde. Alors, je n'arrive pas à retrouver le déclic. Oui, le consentement de monsieur était tout à fait... donc les médecins, on était régulièrement en contact avec eux, et on a commencé à voir apparaître une attitude paradoxale, en tout cas ambivalente de monsieur. Monsieur a commencé à dire ok pour la pose d'un site veineux, ok pour recevoir le traitement chimiothérapie, mais il refusait toujours l'opération. Après, nous avons eu une expertise psychiatrique qui est venue nous aider également dans la décision. Le médecin psychiatre a indiqué qu'il présente une pathologie psychiatrique avec altération profonde du discernement, ne lui permettant pas d'exprimer sa volonté de manière conforme et même sa sécurité. Il est dans l'incapacité de donner son accord, donc son non-consentement aux soins, conséquence de son trouble psychiatrique, le place dans une situation de risque de mort quasi certaine, dans un délai n'excédant pas quelques mois. Nous avons rencontré, suite à cela, donc on était en novembre, il y avait déjà des métastases, afin d'évoquer encore une fois, ils sont vraiment extrêmement pugnaces, les professionnels, résistants également aux médecins qui voulaient absolument que l'intervention ait lieu, afin d'évoquer encore une fois sa situation et son refus de l'opération. Il s'est montré ambivalent, à la fois dans le refus d'opérer, mais enfin dans l'acceptation de la chimiothérapie. Et quand on en parlait, moi j'y ai vu, parce qu'on en parlait tous, j'y ai vu un début d'acceptation. C'est un peu le fil du rasoir, mais on a pu comprendre ça. Et suite à tous ces éléments, ces différentes rencontres, la commission éthique au CHU, nous avons pris la décision de consentir à l'intervention chirurgicale. Elle a eu lieu donc le 7 février, et le rapport était écrit le 6 février, le rapport était écrit au 7 février au magistrat, soit un an après. Donc on a effectivement consenti à une intervention, voilà, parce que nous étions autorisés par le magistrat et qu'on avait compris avec l'ensemble des partenaires et des professionnels que monsieur était ambivalent relativement à cette décision, et c'est pourquoi aujourd'hui ce monsieur va bien, il a repris ses conduites addictives. Enfin voilà, il a repris une vie. Je trouvais intéressant cette situation et je voulais vous la présenter. Justement, dans l'un des deux cas, je trouvais que les deux se complétaient bien. Là, on était sur une situation extrêmement émotionnellement difficile, un compte à rebours et une charge émotionnelle due à l'issue fatale. Et encore une fois, un an de travail de proximité, pugnacité, je le redis, des professionnels, et importance de la concertation et de la réflexion collective. Élément de conclusion, mais je pense que j'ai pris beaucoup de temps, mais je vais quand même conclure par un article. Alors sachez que je le fais à chaque fois, donc certains ont peut-être déjà, l'affaire était un peu spoliée. C'est l'article 415 du Code civil
Et je conclurai par ça. C'est pour moi, je ne sais pas si Pierre est d'accord avec moi, mais c'est vraiment la philosophie de la loi 2007. Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne, ce qui est nouveau par rapport à 68, et de leurs biens que leur état, leur situation rend nécessaire, selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est assurée et instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles. C'est vraiment le point phare de cette loi, des droits fondamentaux et tout à l'heure quelqu'un en parlait, de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. C'est ce qui guide nos actions au quotidien. Elle favorise, à la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. Quand on conduit des mains levées, on est tous extrêmement contents. Et la dernière phrase, elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. Donc nous sommes tous concernés par la protection juridique des personnes vulnérables. Je vous remercie de votre attention.